Mode. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mardi 31 juillet 2018. Aujourd'hui, les données sur l'inflation en zone euro et aux États-Unis seront les rendez-vous majeurs du jour, avec sans oublier la publication, enfin les résultats d'Apple post-market ce soir vers à 22h30 il me semble, heure française. Donc voilà, c'est le prochain mastodonte à publier ses résultats, c'est même la première captation boursière comme vous le savez, donc ça sera une publication majeure qui pourrait permettre le rebond finalement des marchés actions américains et même internationaux à court terme. On le voit, c'est la troisième séance consécutive de baisse sur le marché actions américain. Ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu et euh, et donc voilà, il n'y a pas de risque, c'est pas un risque majeur, hein, c'est simplement une déception. Forcément, les expectations étaient, enfin les attentes étaient vraiment très élevées du côté des États-Unis et encore plus du côté du côté des mastodontes technologiques comme Facebook, Twitter, voilà, Google, etc. Donc forcément, dès qu'il y a la moindre petite déception, un chiffre qui n'atteint pas finalement les attentes, eh bien ça se fait, enfin ça se fait voir sur le prix. Facebook, on l'a vu la semaine dernière, qui a perdu plus de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière en une journée, qui a décroché de 20%. Donc voilà, forcément, en même temps, c'est les titres les plus prisés par les investisseurs. Donc forcément, il y a toujours, comment dire, une certaine, une certaine adéquation. Donc voilà, les attentes sont très élevées. Donc forcément, si la société rate les attentes, eh bien, ça se fait remarquer. Voilà. Donc avant tout, vous savez, on a les chiffres de l'inflation qui seront publiés en zone euro et même aux États-Unis. Tout de suite, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre négatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous la mec, j'espère que vous allez bien. Luc, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Eliane, Edgy, Raymond, bonjour à vous. La Fed va tout figer. Alors la Fed va probablement, oui, figer les paires majeures, hein, voilà. À chaque fois qu'on a un rendez-vous de la Fed, enfin une décision des taux, on a le début de semaine qui est globalement est bien stable, ces paires majeures. Mais bon, on a l'IPC quand même, on a l'inflation américaine, donc on aura potentiellement la volatilité quand même aujourd'hui. Entre l'inflation américaine et les chiffres en zone euro, l'euro-dollar devrait être assez quand même mouvementé aujourd'hui. Luc qui me dit l'Eldorado est terminé. Alors, terminé, je ne pense pas, hein, parce que finalement, bon, les chiffres, certains chiffres ont déçu les investisseurs. Mais si on regarde d'un point de vue par rapport à l'année dernière, ces chiffres sont en forte augmentation. Et il n'y a rien à critiquer à ces chiffres. C'est simplement qu'ils ont raté souvent de peu les attentes. Mais finalement, si on compare par rapport à l'année dernière, il n'y a pas vraiment de chiffres qui sont en baisse. Voilà, donc c'est simplement finalement des attentes qui étaient, je pense, trop élevées, et du coup le marché réagit en fonction. Voilà, le marché forcément réanticipe eh bien les prochains résultats de ces entreprises-là. Voici le briefing d'actualité, donc pas mal de choses à dire. Tout d'abord, on a eu la Banque du Japon cette nuit, comme vous savez, qui a ajusté sa politique monétaire. Donc, faut retenir qu'elle a gardé ses taux directeurs inchangés et qu'elle prévoit de les laisser un peu plus longtemps que prévu. Deuxième point, elle va donner une plus grande flexibilité pour son objectif du rendement du 10 ans du JGB. Le JGB, c'est quoi? C'est l'obligation souveraine japonaise. Donc en clair, elle va être un petit peu plus flexible. Je vous rappelle qu'avant, elle rachetait à quantité illimitée les obligations à 10 ans arrivant à un rendement de 0,10. Là, elle va être un peu plus flexible. Donc ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Et enfin, troisième point à retenir, c'est qu'elle va augmenter sa part d'achat d'ETF du Topix. Le Topix, c'est quoi? C'est un indice japonais qui est l'équivalent du S&P 500. Voilà, le Nikkei, on va dire que c'est le Dow Jones. Le Topix, c'est le S&P. Donc le Topix, c'est l'indice un petit peu plus large au Japon. Enfin, même beaucoup plus large que le Nikkei. Donc elle va augmenter sa part d'ETF Topic et réduire celle du Nikkei dans son programme d'achat d'ETF, pardon, de 60 000 milliards de yens par an.
Voilà, donc c'est ces 3 points qu'il faut surveiller, enfin qu'il faut retenir. Voilà, c'est pas un durcissement, c'est pas plus d'accommodation, c'est simplement voilà, on a globalement un changement dans la politique monétaire, mais ça reste une politique monétaire qui est accommodante, il n'y a pas de durcissement des taux. Le sentiment économique de la zone euro a légèrement fléchi en juillet, pénalisé par un moindre optimisme dans l'industrie et les secteurs du commerce de détail, malgré une meilleure confiance dans les services. Il faut savoir que ce sentiment économique est souvent corrélé à l'activité économique et par conséquent au PIB. Donc qui dit baisse du sentiment économique est souvent synonyme de ralentissement du PIB. Alors bien évidemment, ça ne se joue pas sur un mois, mais si on a pendant plusieurs mois consécutifs une baisse de sentiment économique, eh bien on a beaucoup plus de chances d'avoir un PIB et par conséquent une inflation qui ralentit. Donald Trump qui a déclaré hier qu'il serait prêt à rencontrer le leader iranien sans condition préalable pour discuter de la manière d'améliorer les relations. Voilà, donc ça il n'y a pas eu d'impact sur les marchés, mais ça à retenir parce que le marché a potentiellement intégré cette information. L'enquête GfK indique que la confiance des consommateurs et des entreprises britanniques reste bien en décalage des attentes avant le vote du Brexit, quelques jours avant la BOE, ça a précisé. Toujours dans le cas du Brexit, on a les inquiétudes les inquiétudes de l'industrie automobile du Royaume-Uni qui sont de retour après que le représentant de l'industrie automobile du pays ait déclaré qu'un non-accord n'était pas une option pour ce secteur. La Chine qui a proposé à la Grande-Bretagne des négociations sur un accord de libre-échange post-Brexit. Peut-être qu'on va avoir des négociations qui vont être entreprises prochainement. Et enfin, l'OPEP qui a augmenté sa production de 70 000 barils par jour à 32,64 millions de barils par jour au mois de juillet. C'est la production la plus élevée de cette année. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir, de l'actualité ce matin. Alors, quel est l'intérêt d'acheter des ETF plutôt que des obligations? Alors, c'est pas plutôt l'un que l'autre. Simplement, elle achète déjà énormément d'obligations. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, c'est ce que je parlais avec un collègue ce matin, mais il me semble que la Banque du Japon détient, allez, on va dire la fourchette basse, ça doit être 35-40% des obligations japonaises. Imaginez, la Banque du Japon détient plus d'un tiers, ça c'est sûr, elle détient plus d'un tiers des obligations souveraines et même, il me semble, privées japonaises, ce qui est énorme. Donc, elle peut pas acheter toutes les obligations. Vous imaginez, ça serait un marché qui serait plus liquide. Donc, ça serait beaucoup trop risqué. Donc, elle est obligée de se diversifier. Et d'autres produits qui sont liquides, c'est eh bien les marchés actions avec en particulier les ETF, les trackers qui permettent facilement d'investir sur toutes les actions d'un indice. Résumé de la séance américaine et asiatique, vous voyez le DXY qui a clôturé en baisse, on a globalement la même journée qu'on a eu vendredi, alors pardon, c'est marqué vendredi soir alors que c'était hier soir, excusez-moi, donc ne faites pas attention à vendredi soir. Donc hier soir, baisse du DXY, Dow Jones en baisse, S&P également, les valeurs tech on voit qu'ils continuent à sous-performer, moins 1,42%. Faut savoir que les marchés actions sont à court terme tirés vers le bas par les actions qui finalement, depuis plusieurs mois, on va dire quelques années, tiraient les marchés vers le haut, c'est-à-dire les mastodontes technologiques, Facebook, Twitter, Intel, voilà, Apple, Amazon, etc., etc. Le rendement du 10 ans qui a pris un point de base, donc on a un marché obligataire qui veut dire qu'il est vendu. Donc vous voyez, on a baisse du marché action, baisse du marché obligataire. Finalement, on sait pas trop où vont les flux, excusez-moi. Ce matin, on a le yen qui recule forcément après cette décision de la Banque du Japon. Eh bien, on a une baisse du yen, d'autant plus qu'il était payé ce yen depuis la semaine dernière. Donc c'est comme toujours, hein, finalement, achat de la rumeur, vente de la nouvelle. C'est ce qui va arriver probablement pour la BOE. La BOE, le marché anticipe à hauteur de 88%. 85 pardon hier, la probabilité était de 85% de probabilité d'une hausse des taux de la BOE pour jeudi, dans 2 jours. Finalement, même s'il y a une hausse des taux, le pound a de très fortes chances de baisser de 100-150 pips la journée suivante.
Donc voilà, moi personnellement, je suis baissier sur le pound. C'est vraiment, enfin, c'est mon impression, hein. C'est vraiment mon impression, mais j'ai l'impression que c'est, on va dire, le trade facile de la semaine. C'est vendre du GBP. Là, on est sur des prix élevés. Le marché va continuer à se stabiliser. Enfin, le GBP, les paires en GBP vont continuer à rester, on va dire, entre guillemets, assez élevés à court terme. Et on va dire jeudi, il y a des très fortes chances qu'on ait une baisse du GBP. Donc GBP USD va venir chercher les 1,30, peut-être un petit peu au-dessus, 1,30,50, 1,30,20, quelque chose comme cela. L'euro GBP va revenir chercher 0,89, etc., etc. Donc voilà, donc yen en baisse, gold en baisse, le Nikkei forcément qui est en hausse, hein. Marché obligataire, forcément dès qu'il y a la BOJ qui dit qu'elle va acheter des ETF Topix, même si elle va réduire sa part de Nikkei, elle reste quand même largement présente sur le Nikkei et donc forcément le marché obligataire, le marché pardon action japonais fait exception et progresse. Et là on voit quand même Hang Seng qui est en baisse, MSCI Asia exclu Japon est en baisse également. Donc c'est vraiment cette hausse du Nikkei, elle est très spécifique et elle est uniquement due à la décision de la BOJ. Voilà, il faut savoir que dans le Topix, il y a des actions du Nikkei. Donc si elle achète du Topix, il y a des actions du Nikkei qui vont profiter. C'est comme si vous dites, par exemple, imaginez vous achetez du Dow Jones et du S&P. Eh bien, les actions du Dow Jones sont présentes dans le S&P 500. Donc forcément, même si finalement vous réduisez votre part d'achat sur le Dow Jones, eh bien vous, certes, ces entreprises ont une plus faible pondération dans le S&P 500 parce que c'est un indice plus large, mais du coup on a quand même ces actions qui progressent. Calendrier économique, donc vous voyez il y a beaucoup de choses aujourd'hui. L'IPC Core de la zone euro, le taux de chômage allemand, le PIB de la zone euro, vous voyez qu'on a énormément de rendez-vous macroéconomiques ce matin à 11h pour les chiffres de la zone euro, à 9h55 pour ceux de l'Allemagne, 14h30 PIB canadien, également le PCE Core des États-Unis attendu à 2%. On a le PIB mexicain à 15h et la confiance des consommateurs américains à 16h. Alors bonjour à vous Gilles, de combien est la nouvelle couverture nécessaire pour AUD USD? Alors faut regarder le mieux, hein. Honnêtement, moi j'ai pas tous ces chiffres en tête, hein, vraiment. Donc vous allez sur IG France, restrictions réglementaires, paire de devises majeures, taux de couverture actuel 0,5, nouveau taux de couverture particulier 3,33%. Voilà. Donc vous avez la réponse ici, sur cette page. Donc voilà, je vais vous envoyer cette page. Vous aurez les informations nécessaires. Alors, mais en quoi investir dans un ETF peut stimuler l'économie? Eh bien, alors c'est une excellente question. Quand vous achetez une action, ça stimule l'économie. Enfin, en théorie, ça stimule l'économie parce que vous donnez plus de cash à l'entreprise pour investir. Eh bien, voilà, c'est la même logique. Donc, un ETF, c'est un tracker. L'ETF est indexé sur des actions. D'accord, c'est un fonds passif hein, finalement un ETF. Hein. Donc, quand vous achetez un ETF, vous achetez un ensemble d'actions sans le savoir. C'est l'organisme qui gère l'ETF qui va acheter les actions à votre place. Donc, quand vous achetez un ETF, finalement, vous achetez des actions et donc ça, entre guillemets, alimente l'économie, à condition que, bien évidemment, ce cash ne soit pas donné exclusivement aux investisseurs, sous forme de dividendes. Ce qui est pas tout, enfin, pas sur l'ensemble du cash donné, c'est pas totalement le cas, mais il y a quand même une bonne partie qui sont données finalement sous forme de dividendes. Donc, finalement, il y a un investissement sur le marché action, et ensuite, il n'y a pas de chiffre à proprement dit, mais les dividendes captent une grande partie des bénéfices. Donc oui, ça alimente l'économie, mais finalement, elle achète des ETF parce qu'elle n'a pas vraiment le choix, cette banque du Japon. Qu'est-ce qu'elle peut acheter d'autre? Liquide, et qui sert l'économie, et bien, est vraiment un grand marché parce que vous imaginez, elle peut pas, la banque du Japon, faire du cas par cas, acheter, voilà, faire
faire des études sur une entreprise particulière. Voilà, pour vraiment stimuler l'économie, elle doit acheter une quantité massive, qu'elle soit d'actions, d'obligations, peu importe. Et elle peut pas se contenter de faire des études sous forme de fonds d'investissement où c'est du cas par cas. Donc elle est obligée de passer par des grands marchés. Donc il n'y a pas beaucoup de grands marchés finalement. Il y a le marché obligataire et le marché action. Voilà. Donc il n'y a pas forcément d'autres moyens faciles pour que la Banque du Japon stimule l'économie japonaise. Donc voilà, on regarde rapidement les tendances du Forex matin. On a le yen qui est en baisse de 0,13% ce matin. Il progresse un petit peu plus face au dollar. L'AUD qui domine avec l'euro, le NZD. Voilà. Au niveau de nos indices, rien n'a vraiment bougé, hein. Moi, le yen, je reste bullish personnellement. Voilà, on a une petite baisse, mais je reste convaincu que le yen va progresser dans ce contexte d'aversion au risque. D'ailleurs, on voit le franc suisse hier qui a bien rebondi. Et pourtant, on n'a pas eu de statistiques macroéconomiques du franc. Donc, voilà, moi le franc, enfin, l'aversion au risque, je pense qu'il va reprendre euh, sa dominance au mois d'août. D'ailleurs, statistiquement, le mois d'août, c'est un mois d'aversion au risque. Les marchés actions ont tendance à reculer au mois d'août et tout ce qui est valeur comme l'or, comme le franc ou comme le yen sont statistiquement, je dis bien, bullish en août. Donc voilà, moi le yen, je reste haussier pour les prochaines séances, même voire les prochaines semaines. Donc voilà, et sinon les autres devises n'ont pas vraiment changé, hein. Les index n'ont pas vraiment changé, donc on va faire un tour rapide. L'AUD yen qui rebondit en intraday. Ouais, sur le graphique 4 heures, on a toujours ces paires en yen en 4 heures qui montent des divergences. L'AUD, enfin le RSI qui passe au-dessus de 50. CAD yen, on est déjà au-dessus depuis pas mal de jours. L'euro yen, RSI au-dessus de 50. Donc on voit qu'on a un rebond des paires en yen. GBP yen, c'est pareil. RSI qui passe au-dessus de 50 après une divergence. Donc voilà, les paires en yen ont des chances de rebondir à court terme. Mais je pense pas que ça, comment dire, ça va affecter la tendance de moyen terme qui est selon moi baissière. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un retracement, on va dire, de 50% de la récente impulsion baissière. Donc, vous voyez, la UDN a probablement des chances de revenir à 82, 87, etc., etc. sur les autres paires en yens. Mais personnellement, je reste presque convaincu de la baisse des paires en yens sur du swing trading moyen terme. Voilà, comme les SICAV, nous dit Luc, sauf que les SICAV, c'est géré de façon active et et voilà, et ça permet pas. Les SICAV, c'est vraiment des fonds d'investissement et c'est du stop picking un petit peu. C'est une action d'un secteur particulier, etc., etc. C'est pas un ensemble d'actions. Et je pense pas qu'une banque centrale puisse favoriser une entreprise particulière. Donc c'est pour cela. Et puis en plus, un ETF, c'est beaucoup plus facile à gérer. Encore une fois, une SICAV, c'est une étude d'une entreprise et d'un secteur. Et finalement, je sais pas, peut-être qu'elle alloue des dizaines d'heures pour acheter une seule des actions d'une seule entreprise. Alors qu'un ETF, voilà, vous posez pas la question quelle action acheter, puisqu'un ETF, finalement, c'est sur un secteur ou c'est sur une zone géographique particulière. Donc voilà, dès que vous achetez un ETF, par exemple Topix, vous achetez finalement l'ensemble des actions, sans le savoir. Et les banques qui achètent des ETF les revendent à leurs clients comme nous, par exemple. Alors, généralement, les banques commerciales, hein, sont, comment dire, proposent des ETF qui sont gérés par des entreprises financières, comme par exemple BlackRock, comme Lyxor, voilà, en fait, qui sont finalement plus ou moins des filiales des banques commerciales. BlackRock n'est pas une filiale. Par exemple, Lyxor, il me semble, ça appartient à la Société Générale. Bref. Euh, Finalement, les ETF, c'est des véhicules d'investissement. Au lieu d'acheter des actions, vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des ETF. Des ETF, c'est un dérivé, il faut le savoir, c'est un tracker. Donc vous achetez pas une action à proprement dit, mais finalement,
c'est ensuite l'organisme qui a créé cet ETF qui va acheter automatiquement l'action à votre place. Mais l'action sera au nom de l'entreprise et non pas, enfin, l'action oui sera au nom du gestionnaire de l'ETF et non pas à votre nom. C'est pour ça que si vous voyez aujourd'hui, si vous regardez les principaux actionnaires des entreprises, finalement c'est qui? C'est BlackRock. Regardez, je vais vous faire voir un exemple très concret. Alors, euh, alors on va aller sur ce même site, un Finviz, et on va aller donc dans, par exemple, Apple. Apple qui est la plus grande société. Apple, et on va voir les shareholders, c'est ceux qui détiennent les actions. Alors, s'il y a sur ce site, je ne sais pas si... Euh, non, donc il n'y a pas, alors, sinon, il me semble qu'il y a Zone Bourse. Voilà, AAPL. Et vous allez voir que finalement, généralement, les actionnaires de toutes ces entreprises qui sont cotées, eh bien, on a très souvent BlackRock parce que BlackRock c'est le plus fond, vous savez, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Enfin, l'un des plus grands, je ne sais plus. Enfin, ça change un peu d'année en année, mais regardez. Donc là, on est sur la page d'Apple, euh, Agenda ou Société peut-être. Société, voilà, actionnaire. BlackRock, The Vanguard, tout ça c'est des finalement des gestionnaires d'ETF. Bon, celle-ci non plus, celle-ci je ne connais pas, mais vous voyez déjà BlackRock, The Vanguard, et vous allez retrouver ces deux lignes par exemple sur la plupart des indices, enfin la plupart des actions. Vous allez sur une action française, par exemple BNP Paribas, simplement parce que quand vous allez acheter un ETF, par exemple CAC 40, eh bien BlackRock ou voilà un autre gestionnaire, et eh bien va acheter à votre place l'action. Et donc là, Vanguard Group, vous voyez, BlackRock, Lyxor International. Donc ça c'est pareil, ça appartient il me semble, à Société Générale, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà, Société Générale. Donc vous voyez, finalement, bon, c'est pas les top actionnaires, mais on retrouve quand même, en fait, on les retrouve partout quasiment. On les retrouve quasiment partout, parce que maintenant la gestion des actifs, enfin, la part d'actions qui sont achetées sous forme de, enfin, de stratégie passive, c'est-à-dire les ETF, parce que c'est pas du stop picking, c'est pas de l'analyse d'un secteur, enfin, si ça peut l'être, mais c'est pas une action particulière qu'on achète, c'est un ensemble d'actions généralement. Si on n'a pas vraiment de, euh, de, comment dire, d'intérêt d'acheter un ETF sur une seule action, autant acheter l'action, comme ça vous avez le droit de vote, etc. Mais c'est vrai que pour acheter un secteur ou même les actions d'une zone géographique, comme par exemple l'Eurostock 50 ou l'Eurostock 600, imaginez pour investir sur l'Eurostock 600, vous n'allez pas acheter une action de chaque entreprise, vous voyez. Donc au lieu de cela, vous achetez un ETF Eurostock 600 et au moins vous êtes positionné sur toutes les actions. Voilà, maintenant je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder un petit peu plus en profondeur, à faire votre propre étude sur les ETF. Mais il n'y a pas d'ETF sur le Forex. Ou alors je ne sais pas à ma connaissance. Bref, les paires en yens qui rebondissent à très court terme, mais je garde mon biais baissier. Je garde mon biais baissier parce que je ne pense pas, voilà, comme je vous l'ai dit, le mois d'août est statistiquement généralement un mois d'aversion pour le risque. Donc voilà, je crois à
à cette aversion pour le risque. Et pour le moment, on n'a pas de signaux d'appétit. Finalement, regardez, les marchés actions, ils sont en baisse. Donc, voilà, moi je reste plutôt bullish sur le yen, sur le franc. L'euro-dollar en 4 heures, vous voyez qu'il reste dans ce triangle, qui se rapproche de plus en plus de son apex. Alors l'apex, c'est finalement, c'est juste le nom donné à ce croisement. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français, mais en anglais c'est apex. Donc plus on s'y approche, plus finalement il y a de chances qu'on casse, qu'on sorte de de ce triangle. Et vous savez, l'objectif théorique, eh bien c'est la hauteur de ce triangle, la hauteur à ce moment-là, qu'on devra reporter au breakout. Donc cette hauteur, il faudra le déplacer selon le breakout. Et ce sera l'objectif théorique. Alors le premier objectif, hein, même si on a un objectif théorique, imaginons à 1,19 si on sort par le haut, la première grosse résistance, ça sera ce plus haut. Ce sera ce sommet du 14 juin aux alentours des 1,1850. Donc l'euro-dollar, pas de prévision intraday, ça va beaucoup dépendre des indicateurs, enfin des chiffres macroéconomiques qui vont y ressortir. Mais voilà, concrètement, vous avez l'idée en tête. Là, on est dans un triangle. Si on a une sortie par le haut, c'est objectif haussier dans un premier temps jusqu'au R1 mensuel. Si on a une sortie par le bas, c'est objectif jusqu'au S1 mensuel. Avant d'entreprendre l'objectif 100% qui est la hauteur de ce triangle. Pour GBP, donc personnellement, je pense qu'il va, vous voyez, continuer à progresser. C'est ce qu'on avait parlé hier. Donc 1,31 pardon 50, voire peut-être 1,31,89 avant la BOE. Mais bon, honnêtement, je pense que le risque est de plus en plus baissier à mesure que la BOE arrive. Donc même si on a une hausse des taux, encore une fois, on n'aura pas de hausse des taux au quiche, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de hausse des taux avec un carnet qui sera plein d'optimisme et vraiment très confiant. Au vu de ce qu'il a dit déjà hier, il est inquiet du Brexit. Et voilà, et même au niveau des négociations du Brexit, il n'y a pas de raison d'être optimiste, surtout au vu des chiffres macroéconomiques. La situation au Royaume-Uni, d'un point de vue macroéconomique, certes, on a un taux de chômage qui est extrêmement faible, mais la croissance ralentit. La croissance, elle ne fait que de ralentir. Donc, il n'y a pas de raison. C'est pas une hausse des taux comme une hausse des taux de la Fed. La Fed, elle augmente ses taux parce que elle a des capacités. Elle a un taux de croissance élevé. Enfin, les États-Unis ont un taux de croissance, on l'a eu à 4% sur un rythme annuel, presque. Enfin, 4,1, pardon. Taux de chômage en dessous des 5%, l'inflation au-dessus de 2%. Donc finalement, la Fed a tout pour relever ses taux. Mais la BOE, elle relève ses taux uniquement pour ralentir l'inflation. Et donc, augmenter le pouvoir d'achat et donc stimuler la croissance. Mais en même temps qu'augmenter les taux, vous savez que les taux d'intérêt ensuite qui sont pour les prêts, eh bien, sont indexés à ce taux de la Banque centrale. Donc si la Banque centrale augmente ses taux, les taux d'intérêt donnés par les banques commerciales seront plus élevés et donc finalement moins de prêts potentiellement qui seront donnés. Et donc, qui dit moins de prêts, moins de consommation et donc également ralentissement de l'économie. Donc c'est un petit peu paradoxal de remonter les taux alors qu'on a une croissance qui ralentit. Elle fait que d'augmenter ses taux parce que l'inflation reste élevée, même si elle est dans la bonne direction, elle reste quand même au-dessus des 2%. Donc voilà, même si elle relève ses taux, en conclusion, moi je suis baissier sur la livre. Donc tous les rebonds qu'on a, voilà, toutes les hausses, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu. Faut regarder sur des unités de temps un petit peu plus faibles. Vous voyez, en horaire, dès qu'on a une divergence qui va se créer, eh bien, ce sera une opportunité de vente finalement. Ce sera une opportunité pour se positionner à la vente en amont de la BOE. Donc là, par exemple, si on revient au R1 hebdomadaire, ce serait vraiment excellent pour se positionner à la vente. Que ce soit sur le GBP-USD ou sur toutes les paires en livres sterling. Donc GBP-USD, voilà, ce serait une opportunité pour passer à la vente. L'euro GBP, vous voyez qu'il progresse, mais s'il revient sur son pivot du jour, c'est-à-dire qu'on aura une surperformance de la livre. Et qu'après la BOE, on pourra anticiper un rebond, à nouveau. Paire GBP Yen, etc. Pareil. GBP Yen, vous voyez qui progresse grâce à la BOJ qui, vous voyez, on va dire, a déçu le marché à court terme, en tout cas qui marché à court terme qui vend la livre, qui vend le yen, donc le GBP rebondit, ça peut être finalement une opportunité pour se positionner à la vente en amont de la BOE. En 4 heures, on aurait un hebdomadaire, honnêtement, ça me semble un niveau intéressant pour se positionner à la vente. Comme je vous l'ai dit déjà parce que l'impact
enfin la BOE devrait avoir un impact négatif, je pense, sur la livre sterling. Et en plus de ça, on a le yen qui devrait surperformer, comme je vous dis, c'est ma prévision, qui devrait surperformer le FX, ou en tout cas être l'une des devises les plus haussières au mois d'août. Donc finalement, tout retour à des niveaux de résistance du JBP yen pourrait être vraiment une opportunité de vente intéressante. Donc voilà, RM hebdomadaire, 146,30, c'est vraiment un niveau de prix qui me semble intéressant pour passer à la vente. Voilà, donc ça c'est valide, cette stratégie-là est valable pour presque toutes les paires en yen, toutes les paires en livre sterling. C'est vraiment vendre les rebonds de la livre. USD yen, donc on l'a vu, hein, on voit le yen sous-performe le FX en intraday. En intraday, on a le yen qui sous-performe, donc toutes les paires en yen sont haussières. Maintenant voilà, l'USD n'arrive pas, le DXY n'arrive pas à dépasser 95 points. Et vous voyez que même il est sur son niveau de support. Plus un niveau de support est testé et les sommets sont bas, et plus c'est synonyme de manque de conviction des acheteurs. Donc là, on a vraiment des acheteurs qui sont de moins en moins présents, des sommets de plus en plus bas, un niveau de support qui est testé de nombreuses fois. Donc il y a plus de chances qu'on sorte par le bas de ce range plutôt que par le haut. Donc, encore une fois, je me répète, et puisque je suis haussier sur le yen au mois d'août, l'USD yen, voilà, pareil, tout rebond me semble intéressant à shorter. Donc là, si on a un retour au R1 mensuel, c'est que le R1 mensuel, c'est un niveau de résistance quand même assez important. Si on a un retour à 111,50, finalement, ça serait une opportunité de vente. Voilà, USD CAD, pareil, on est revenu à 1,30, c'est excellent. Maintenant, tout rebond sera intéressant à shorter. L'USD CHF, on vient chercher vous voyez, on est sorti par le bas de ce canal. En daily, vous voyez, il n'est pas montré, il n'est pas illustré en daily ce canal, mais on a bien clôturé en dessous. Et donc c'est clairement c'est un signal baissier au plus bas, au S1 mensuel. Donc le S1 mensuel qui est à 0,98. Donc moi, mes convictions qui se dessinent de plus en plus, c'est le yen bullish. Ça, on le sait depuis la semaine dernière, mais c'est vraiment le dollar qui montre de plus en plus de signaux de faiblesse. Donc, vente dollar. La livre, ça c'est vente à court terme pour le coup. Le dollar, c'est plus du moyen terme. Je vous avoue que c'est pas pour de l'intraday, hein, la vente dollar. C'est vraiment pour du swing trading pour les prochaines semaines. Voilà, c'est vraiment une stratégie valable pour, je pense, au moins le mois d'août, la vente du dollar. Alors que le GBP, ça sera une stratégie valable pour simplement pour cette semaine finalement. Voilà, je passe sur les marchés actions. CAC qui est en hausse ce matin. Alors on va voir si on a eu un gap. Petit gap baissier. Petit gap baissier, vous voyez qu'on ouvre un petit peu plus bas que le prix de fermeture d'hier, mais on a un rebond qui corrige, vous voyez, finalement au moins la moitié de la baisse de hier. On va probablement revenir tester 5500 points ce matin, alors que l'euro est en baisse et que le pétrole est, alors que l'euro pardon est en hausse et que le pétrole est en baisse. Donc on a finalement, il semblerait un peu d'appétit pour le risque ce matin sur les marchés actions européens. Et voilà, on teste le pivot du jour. Que dire de plus? Voilà, je pense pas qu'on aura un dépassement des 5500 parce que le marché devrait rester assez prudent en amont d'Apple, en amont de la Fed. Donc voilà, et on voit que les techs sont encore vendus ce matin pour la troisième séance consécutive. Il n'y a pas de raison qu'on ait un appétit pour risque qui permette de dépasser les 5500. Donc ces retours à 5500, si on a des bons résultats d'Apple, des bons résultats que le marché accueille positivement, le CAC dépassera ce seuil demain. Mais dans le cas où on a des niveaux, des résultats décevants, le CAC reviendra à son pivot hebdomadaire. Le DAX, pareil, vous voyez, se dirige vers cette zone qui était l'ancien sommet de juillet. On a un retour au pivot du jour ce matin. Enfin, on a, oui, un retour au pivot du jour. Gap baissier, hausse. Voilà, maintenant, j'attends pas un bull market en intraday.
Donc voilà, le R1 du jour, le pivot du jour, ça peut être des niveaux de prix intéressants. En tout cas, le R1, ça me semble assez intéressant dans ce contexte où il n'y a pas vraiment d'appétit pour le risque. En tout cas, qui était à Wall Street ou sur les marchés actions asiatiques cette nuit. Donc l'appétit sur le risque semble, comment dire, être présent ce matin sur chez les Européens. Et puisque c'est pas un sentiment global, on va pas avoir un dépassement du R1 journalier. Donc si on a un retour au R1 journalier, ça pourrait être une opportunité pour shorter les indices. L'or, alors l'or qui consolide, poursuit la consolidation de l'or. Ouais, c'est un peu pareil que le Dixie dans le sens où, et lui on a le support qui est beaucoup plus testé que la résistance, donc ça montre bien qu'on a quand même des signes de faiblesse. On a des acheteurs qui n'ont pas vraiment de conviction finalement. Donc voilà, la cassure par le bas semble se dessiner de plus en plus. Si on a une cassure par le bas, eh bien ce sera un objectif baissier jusqu'à 1205, puis 1200 dollars l'once. En attendant, c'est le range qu'il faut trader avec l'achat sur le bas du range. Bon après comme je viens de vous le dire, on n'a pas vraiment de conviction haussière de la part des acheteurs. Voyons, on a le rebond mais qui se fait de plus en plus faible. Donc on a des sommets de plus en plus bas. Pivot mensuel qui a joué un niveau de résistance hier. Donc voilà, finalement si on a un nouveau retour, on peut viser le pivot mensuel, mais le R hebdomadaire, c'est-à-dire le haut du range, me semble quand même assez lointain. Et enfin pétrole, bon le brut qui est revenu à 70 hier, qui a tapé 70, prise de bénéfice. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment de catalyseur sur le pétrole, c'est beaucoup moins volatile que ce qu'on avait bien lors du premier semestre. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment d'opinion, si ce n'est que d'un point de vue technique, on est en bas du range, donc techniquement en bas du range, pétrole se paye pour viser les anciens sommets. Voilà donc pour mon point sur les indices, enfin sur les marchés. Alors je vais passer sur le FTSE rapidement et sur le Nasdaq. Alors le FTSE, voilà FTSE, ouais pareil, hein, on n'a pas vraiment de direction très claire. On a une légère hausse depuis et puis vous voyez depuis le début avril on a le FTSE qui évolue dans un canal. Mais là, on voit à court terme, finalement, on n'est même plus dans un canal, on est dans un triangle. Si on regarde de plus près, vous voyez, on a une figure de compression. Et finalement, c'est même pas un canal, c'est un triangle ascendant. Donc on a généralement la cassure par le haut. Ce qui est plutôt, ce qui a du sens, compte tenu du fait que si on a une baisse de la livre post-BOE, on aura un marché action britannique qui sera soutenu. Et donc si on a la cassure, l'objectif haussier, c'est le haut du canal. Et l'objectif, haussier théorique, ça sera la hauteur de ce triangle qu'on vient reporter au niveau du breakout. Donc ça sera un peu plus haut, vous voyez. Mais clairement, on vient chercher tout d'abord le haut du canal. Et enfin le Nasdaq, parce que c'est le Nasdaq qu'il faut surveiller pour les marchés actions américains. On le voit, si on a un Nasdaq qui est baissier, on a, on va dire, 2 chances sur 3 que le S&P soit également baissier. Le Dow Jones c'est différent parce qu'il a une part de tech beaucoup moins importante. Alors certes, il a Apple, il a IBM, mais finalement l'action qui est la plus importante, enfin qui a le plus d'influence dans le Dow Jones, c'est Boeing. Alors que Boeing vaut, je ne sais plus combien, Boeing vaut quoi. Alors Boeing, euh, Boeing, capitalisation boursière 203, Apple en vaut un peu plus de 900. Donc voilà, de tête, hein, ça fait Apple qui est
plus de 4 fois plus important que Boeing. Alors que dans le Dow Jones, Boeing est 2 fois plus important parce que son prix c'est 353 dollars, alors que Apple c'est un peu moins de 200. Apple c'est 189. Et puisque le Dow Jones est coté, enfin la pondération de chaque action dans le Dow Jones c'est en fonction du prix et non pas de la capitalisation boursière, eh bien Apple qui dans le S&P ou dans les autres indices a une pondération 4 fois plus importante que Boeing, et bien dans le Dow Jones, Boeing a une pondération 2 fois plus importante que Apple. C'est pour cela que finalement le Dow Jones est beaucoup plus un indice industriel que technologique. Donc dès que le Nasdaq est en baisse, on va dire 2 chances sur 3 que le S&P le soit également, mais pas le Dow Jones, parce que le Dow Jones, il a encore, comme je vous l'ai dit, il a une pondération des techs beaucoup plus faible. En tout cas, pour ce qui est du Nasdaq, on le voit, on a une belle baisse. Finalement, la baisse qu'on a depuis en quelques séances corrige quasiment l'ensemble de la hausse du mois de juillet. Ouais, la hausse du mois de juillet a commencé, on va dire à peu près à 7000. On est à 7193 après avoir fait un plus haut à 7500. Donc voilà, on va dire 3 séances, on corrige l'ensemble de la hausse du mois de juillet, presque. Donc voilà, sub psychologique encore une fois, hein. Sub psychologique. Si on revient, vous voyez, aux 7000 points, ça serait un niveau de prix intéressant pour payer finalement la baisse. Parce que c'est dans ce sens qu'il faut se positionner, hein. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, que les techs sont, voilà, que Apple est trop valorisé, que Amazon également, qu'on a une bulle, peu importe. Peut-être. Mais en attendant, les techs sont haussières. Sont haussières depuis des années. Et c'est pas que depuis cette année qu'on entend qu'il y a une bulle sur le secteur tech, etc., etc. Donc tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, j'ai envie de dire, autant se positionner long sur le Nasdaq. Tout retour à des niveaux de support, tant que le prix est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas se positionner à l'achat? Voilà, donc là on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Moi, les niveaux que je majeurs, parce que là vous voyez que là, il y a quand même une forte baisse, donc c'est pas des petits niveaux de support qu'il faut chercher à payer, parce qu'il y a des petits niveaux de support, plus il y a la volatilité, plus les supports perdent de fiabilité, donc c'est pour ça qu'il faut chercher des niveaux de support plus importants. Et donc là, le niveau de support important que je constate avant la moyenne mobile à 200 jours, c'est, eh bien, les 7000 points. C'est vraiment le support majeur pour moi en amont de la moyenne mobile. Et d'ailleurs, si on regarde les volumes par prix, volume par prix, plus les volumes sont importants et plus généralement on a comment dire un niveau de support de résistance, voilà, un niveau qui est important. Et là vous voyez c'est pas les 7005, c'est les 6950. Alors je vais rendre cet indicateur un petit peu plus précis au lieu que ça soit du 25. Je vais mettre du 10, même pas du 5. Pardon, du 100. Et donc là vous voyez finalement 6900. 6900, 7000, ensuite on a ce niveau-là, 6650, voilà. Là on a des seuils, et là vous voyez qu'on a un puissant niveau de support ici. Donc voilà, aux alentours des 7000, personnellement ça me semble attractif pour payer le Nasdaq. Alors bien évidemment, c'est pas parce que le prix arrive sur support qu'il faut immédiatement payer le Nasdaq, mais dès qu'il arrive sur support, on peut se mettre sur une unité de temps plus faible, comme du horaire ou du 4 heures, et chercher des signaux haussiers, comme une divergence. Divergence, un avalement bullish, etc., etc. Voilà donc pour mon point de marché du mardi 31 juillet 2018. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile. Je vous rappelle, les rendez-vous majeurs de la journée, c'est bien évidemment les chiffres macroéconomiques qui seront très présents aujourd'hui, que ce soit en zone euro ou voilà aux États-Unis. Vous voyez que là, je me mets sur un impact moyen et vraiment, j'ai rarement vu ce calendrier économique aussi chargé. Donc, on voit taux de chômage de la zone euro, taux de chômage allemand, IPC de la zone euro, PIB de la zone euro. Ça, c'est juste le matin. L'après-midi, PIB canadien, PCE Core des États-Unis, confiance des consommateurs. Donc voilà, il y aura quand même, je pense, pas mal de volatilité. Au niveau des marchés actions, il faut surveiller les résultats d'Apple en post-market ce soir à 22h30. Demain, on a la Fed. Demain soir, la Fed. Jeudi après-midi, la BOE.
vendredi le NFP. Le NFP et il me semble également le PIB des États-Unis. Non, je me trompe. Je me trompe. Donc on a seulement, entre guillemets, on a le NFP. Donc vous voyez que cette semaine là, on arrive quand même dans quelque chose d'assez volatile. Donc faut rester vraiment prudent, prudent et voilà, j'essaierai de d'accomplir ma mission chaque matin pour vous donner mon ressenti des marchés. Voilà, merci à vous pour votre attention, comme d'habitude, pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via les réseaux sociaux, par email. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et voilà, écoutez, excellente journée à vous. Soyez prudents et à demain pour mon prochain point de marché.